La Banque interaméricaine de développement organise depuis plus de 10 ans un espace vraiment très intéressant qui s'appelle Mercredi de réflexion, permettant à des acteurs du secteur public, de la société civile, ainsi que des bailleurs bilatéraux et multilatéraux de faire des échanges fructueux. Au cours de la dernière édition de ce Mercredi de réflexion, le sujet qui a été débattu, c'est le développement des infrastructures dans les départements du Nord et du Sud, entre défis à surmonter et opportunités pour une économie durable et attractive. Après les propos d'ouverture de la représentante de la BID, Mme Corinne Catala, pour annoncer l'événement, il y a eu une intervention du ministre de l'Économie et des Finances, M. Alfred Fils-Metellus, qui nous parlait de financer l'essor économique des départements du Nord et du Sud, budget, partenariat et réforme. Ensuite, il y a eu la participation, l'intervention de M. Raphaël Hosty, ministre des Travaux publics et des Télécommunications, construire pour l'avenir les grands chantiers des travaux publics dans le Nord et dans le Sud. À la fin, il y a eu deux interventions d'acteurs locaux, à savoir M. Steve Astrel Mathieu, qui est le président de la Chambre de commerce du Nord, qui nous parlait de transport, énergie, télécommunications, quelle infrastructure pour booster l'industrie et le tourisme dans le Nord. Finalement, il revenait à M. Guy Astrel Joseph, un membre de la Chambre de commerce du Sud, qui a présenté le sujet moderniser l'environnement des affaires dans le Sud, le rôle des infrastructures. Donc, regardez avec attention les différentes interventions au cours de ce mercredi de réflexion. Il y a un grave déséquilibre régional. Il y a une forte migration de la population vivant dans les villes de province et vers la capitale. Extrêmement difficile pour passer 4 années. Et des fois, ça aboutit à des que ce jeune-là est réputé brillant dans la réputation. Et donc, d'abord, on a le nord et le sud. On construit le port, mais on ne pense pas à l'aménagement des terrains se trouvant autour de cette infrastructure. Donc, au niveau du nord, on évalue à près de 20% de la production du pays qui vient du nord, et principalement café, cacao, de la banane et surtout des fruits et qui viennent du nord. Dans le sud, en dehors du vétiver, c'est une zone réputée pour les produits de l'artisanal. C'est une zone riche en eau, mais qui est sous-exploitée. Et il y a des potentialités touristiques tant au niveau du nord qu'au niveau du sud, dans la zone d'Aquin. Et nous voyons bien un grand développement hôtelier avec des resorts le long de côtes de fer et même le long de la côte sud. Mais ces deux zones-là sont moins exposées à la violence, mais quoique qu'il y a une certaine violence latente qui existe dans ces zones. Et le prochain. Donc, ces défis et les problèmes d'infrastructure peuvent gêner le décollage de l'économie régionale. Et le fait que de la concentration, il y a très peu de ressources qui sont consacrées à la construction, réhabilitation de ces infrastructures. Et nous étions la semaine dernière dans le nord, on a vu l'état de la route nationale numéro 1 à l'entrée du Cap-Haïtien. Donc, on construit, mais on n'est pas capable de maintenir ces routes en état. Le fait qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, c'est extrêmement difficile de mobiliser
et une certaine capacité technique au niveau local. Donc, et les gens ne sont pas intéressés à y habiter. Et on slide. Donc, et là, depuis quelque temps, on cherche à rééquilibrer le budget et à réorienter le budget. On vient de le dire, 60 à 70% des investissements publics sont concentrés à Port-au-Prince, alors qu'entre 2018 et 2023, c'est seulement 7% pour le sud et 8% pour le nord. Donc, nous, dès l'installation de ce gouvernement, on cherche à aller dans les zones et dans les régions. Bon, certains disent que c'est la faute, si on va en province, c'est la faute à certains chefs de gang qui bloquent l'entrée de la capitale. Et la zone nord, l'entrée nord de la capitale est bloquée, est extrêmement difficile d'y accéder. La zone sud également. Donc, comment alimenter la zone sud et sud-est et la zone nord si on ne développe pas d'autres stratégies? Et actuellement, les produits pétroliers sont acheminés en province par barge et ça coûte extrêmement cher à la population. En province, il n'y a pas de prix pour un gallon de gasoline. Dès que ça arrive, c'est automatiquement acheté et consommé. Donc, notre ligne de travail, c'est d'arriver à la départementalisation des dépenses publiques. Et il faudrait qu'on ait un budget facilement, on sait que combien de ressources qui va être dépensées au niveau de chaque département. Je me rappelle, en 2001-2002, il y a un président qui a été entourné dans le Nord. Il avait demandé que les professeurs soient payés en même temps que ceux de Port-au-Prince. Automatiquement, toute la capacité technique et technologique du ministère des Finances était mise en place pour atteindre cet objectif. Actuellement, les chèques des professeurs, même si c'est imprimé à Port-au-Prince, mais c'est distribué au niveau des départements, des départements. 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, il faut passer à une autre étape. Il faudrait que nos bureaux départementaux, quels que soient, peuvent imprimer des chèques. Ils ont cette capacité, tant technique, technologique. Ils ont des gens bien formés qui y travaillent, mais il faut pouvoir les exploiter. Donc, d'abord, il faut commencer par le budget. Là, on est en train de réfléchir sur un TDR pour aller faire une évaluation des directions départementales. Comment le budget est exécuté actuellement. On prend l'exemple du département de Jacmel. Il y a une équipe technique qui est en train d'être mobilisée pour aller prendre un échantillon. Et le ministère des Travaux publics, la santé, l'éducation, ce sont des ministères qui mobilisent beaucoup de ressources. Donc, on va voir la situation telle qu'elle est actuellement. Comment est exécuté le budget au niveau du département. À partir de cette évaluation, maintenant, on va faire une projection pour que lorsqu'on va présenter le budget 2026 et les dépenses au niveau des départements, soient clairement, les crédits de préférence, soient clairement postés dans le système, dans le nouveau système de gestion des dépenses publiques. Actuellement, c'est le cas pour le MEF. J'ai jamais eu des requêtes de mes directeurs départementaux pour me dire, Monsieur Métellus, on n'a pas reçu les crédits pour le fonctionnement du ministère. Non, c'est posté sur le système. Lui, il exécute. Mais on doit aller plus loin. Et je sais qu'au niveau des différents, il y a une répartition administrative
des crédits qui peuvent être, et une répartition des crédits qui peuvent être, et on peut les changer à tout moment. Donc, on aimerait que ce soit cette répartition, on aimerait que ce soit devenu une loi. Et automatiquement, la direction départementale a la possibilité d'engager des fonds, mais parallèlement, il faudrait renforcer le contrôle. Actuellement, dans tous les départements du pays, on a des contrôleurs financiers venant du budget et on a aussi des comptables publics venant du budget. Mais le grand problème qu'il y a pour l'exécution des dépenses, c'est la question de patente. Et les entreprises, pour que pour que le contrôleur financier donne son visa préalable, il faut que les règles de passation de marché, d'exécution du budget soient exécutées. Des fois, il y a un directeur qui me dit, ils sont en difficulté de trouver des entreprises pour passer les marchés, parce que les entreprises ne sont pas en mesure de respecter toutes les conditions, avoir une patente, etc., etc. Je crois il y a beaucoup de travail pour le groupe Croissance au niveau des départements pour aller accompagner les entreprises. Et donc, voilà un effet et des mesures qui seront prises. Donc, on voit que c'est cette orientation qu'on va donner vos budgets. Et s'il te plaît, un autre slide. Donc, et là, on est déjà au partenariat, aux mesures. Là, il y a tout un, et comme je dis tantôt, et je parle des infrastructures. Il est complètement improductif et gaspillage d'argent pour aller aux IWA et mobiliser une entreprise pour aller construire un centre de santé. Et les constructions isolées doivent être complètement bannies parce que il y a trop d'efforts qui sont faits pour une infrastructure qui ne vaut pas la peine. Il faut arriver à regrouper les infrastructures. Si on va pour les écoles, on va dans le département d'ENI, on sait on va faire une mobilisation pour financer 10 écoles. Et automatiquement, ça vaut la peine de mobiliser et l'entreprise sait qu'il va rester ou bien. Les entreprises savent qu'ils vont rester au moins pour 3 à 5 ans dans la zone. Donc, on va résoudre. Donc, on doit disposer d'instruments. Le premier instrument que je propose, c'est la carte des infrastructures. On l'a appelé ça auparavant la carte de pauvreté. Et quel est l'état des infrastructures dans chaque département. Et on m'a dit que la Banque mondiale a financé et le directeur général de CNIGS m'a dit que la Banque mondiale, bon, le gouvernement haïtien, à travers la Banque mondiale, a financé un projet d'identification des infrastructures. Malheureusement, c'est au niveau urbain. Donc, je vais voir ce qui s'est fait et comment compléter pour les sections communales. Au cours de mon passage à la BID, on a été dans le département du Nord-Ouest et on a vu qu'il y a 2, 3 écoles qui étaient en train d'être construites. Et ce qu'on a constaté, que même les blocs, je ne cesse de répéter ce texte, même les blocs sont importés de Port-au-Prince. Le coût de transport du bloc, le bloc en parpaing, dépasse le coût d'acquisition du bloc. Donc, si on veut arriver à la départementalisation, mais ce n'est pas le problème des unités techniques d'exécution, ni aussi ce n'est pas le problème de titulaire de la BID. Et qu'est-ce que les deux veulent avoir? C'est la jolie petite école. Non, cette jolie petite école doit être un instrument qui va nous aider à dynamiser l'économie régionale. Pourquoi importer des blocs de Port-au-Prince ou bien du Cap-Haïtien? Si on sait que pour les 3 à 5 prochaines années, on va construire 20 écoles,
automatiquement, Alfred peut laisser Miami ou Montréal pour aller construire une usine de blocs moderne parce qu'il sait derrière, il y a les investissements publics et dans le domaine de l'éducation, du transport, doit servir d'incitation pour attirer des gens et aussi ça va dynamiser et le reste de l'économie, et principalement dans le secteur de la construction. Donc, et je vois que Fabiola me sûr. Et, non, en restant, je dis et je répète que il faut qu'on arrive. Nous sommes en train de discuter avec CNIGS pour arriver à la carte des besoins dans chaque département. Pour dire au niveau de route, quelle est la situation, au niveau des écoles, au niveau etc. À partir de là, on tire une ligne donc, dans chaque budget, on va dire, département du Sud, c'est pas la construction des écoles qui est notre priorité. C'est plutôt des centres de santé ou bien des hôpitaux, etc. Donc, et on va annoncer ça. Comme quelques marchés durés, il va y avoir une structure transparente pour exécuter et tout ça. Donc, de même pour le département du Nord ou le Sud, pourquoi ne pas avoir la direction de l'inspection fiscale qui octroie l'exonération fiscale et douanière? Pourquoi on est obligé de venir à Port-au-Prince? Donc, on doit reconstruire le bâtiment de la direction départementale du Nord et maintenant prévoir et même une représentation de la commission interministérielle des investissements dans le Nord. La déconcentration des activités ou la départementalisation, ça doit marcher à un certain nombre de mesures. Donc, on doit travailler sur les mesures d'incitation fiscale, mais pour terminer, je vais proposer une dizaine de mesures. D'abord, il faudrait qu'on crée un fonds et de construction et de construction ou de reconstruction des infrastructures. Dès ma nomination, il y avait proposé un fonds qui peut mobiliser au moins 50 millions de dollars. Et 50 millions de dollars, si on capitalise et on fait une levée de fonds pour 300 millions de dollars, automatiquement, n'importe quelle grande firme internationale va se retrouver en Haïti. Mais il faut prendre des risques. La lutte contre l'insécurité, ce n'est pas seulement acheter des hélicoptères, des armes pour les policiers et les militaires. Ce qui va générer la sécurité, c'est lorsque la population travaille. On a 60% de la population qui est jeune. Où est-ce qu'ils se trouvent? Dans les écoles? Non, nos écoles sont fermées. Dans un parc industriel, le niveau d'emploi baisse. C'est normal qu'on va voir ça dans les rues. La stabilité au niveau des autres pays se passe par le nombre d'emplois créés chaque jour. C'est pourquoi il est extrêmement important, comme l'inflation, le taux de change, où Farrell nous a beaucoup aidé à vulgariser ces concepts. Maintenant, il nous reste à vulgariser le nombre de créations d'emplois et pour ne pas prendre des mesures fiscales qui découragent et qui détruisent les emplois dans ce sous-secteur. Donc, il faudrait qu'on crée un fonds qui va, parce que il y a 18, le coût de location des bâtiments publics dans le budget est extrêmement élevé. Actuellement, après le tremblement de terre, il y a seulement 5 ou 7 bâtiments qui sont construits. Ils sont construits à partir des fonds externes, le FMI et Petro-Caribé et Taïwan, qui a construit le local de la Cour de cassation. Le FMI, les ressources du FMI a construit le palais des ministères, le ministère central et le DGI, la douane et la Cour des comptes, et l'intérieur et le ministère du Commerce à partir de Petro-Caribé. Donc,
Et qu'est-ce qu'on doit tirer, quelles leçons on doit tirer de ça? Les ressources issues du budget de la République sont trop maigres pour financer ces grosses infrastructures. Il faut créer des fonds spéciaux. Deuxièmement, il faut avoir un fonds d'appui aux firmes de construction, parce que les firmes de construction, ce sont des PME. Ces créateurs, les propriétaires, peuvent avoir la science, la capacité technique de construire, mais ne pas pouvoir avoir les ressources nécessaires. Il est rare de trouver quelqu'un issu d'une famille riche et aussi doté d'une grande capacité technique. Il ne faut pas il ne faut pas avoir peur de mettre de l'argent dans les firmes de construction. Notre grand problème actuellement, les fonds des bailleurs ne sont pas canalisés vers les firmes locales. On a tendance à attirer des firmes internationales pour venir faire construire un bâtiment et après partir. D'abord, il faut mettre en place des mécanismes innovants pour l'octroi des garanties. C'est un grand problème. Aucun bailleur de fonds qui lance des contrats de 100 à 200 millions de dollars, il n'y a aucune firme locale qui peut participer aux appels d'offres. À cause des fonds de garantie, c'est tout cher. Donc, je sais que actuellement en Haïti, il y a des institutions financières qui ont mis en place des mécanismes. Il faudrait étendre ça et populariser ça pour que toutes les firmes peuvent mobiliser de la garantie pour participer aux appels d'offres, qu'elles soient locales, soit à partir des ressources du Trésor public ou d'une institution financière internationale. Il faut développer aussi une nouvelle perception des PME. Généralement, quelle est la perception? Quelqu'un qui gagne un contrat, il est riche. Et quelqu'un il va dilapider les fonds. Il faudrait que, tant au niveau des propriétaires des PME et du public et du privé, qu'on développe une autre perception. On crée de l'emploi, c'est à partir des PME. On crée de l'emploi parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prennent des risques. Il faut mettre en place des mécanismes pour les aider à gérer ces risques. Et donc, un nouveau regard. Il faudra aussi créer et spécialiser nos unités d'exécution. FAES fait tout. L'unité d'exécution et l'unité technique, la meilleure qui exactement fait tout, et automatiquement, on le fragilise. Dès qu'il y a un petit scandale, les bailleurs de fonds s'en vont et laissent l'institution pauvre et orpheline. Il faut repenser à avoir 4 ou 5 unités d'exécution spécialisées pour rebâtir Haïti et spécialisées dans le domaine de l'agriculture, mais ces institutions, ces unités techniques qui sont capables de mobiliser de la capacité technique locale ou étrangère, doivent être spécialisées dans l'exécution de ces projets. Mais la conception des projets, la préparation des projets et l'évaluation des projets, ça doit être le job, la mission des ministères. Et on laisse le soin au ministère pour monter une banque de projets d'investissement. Les unités techniques les exécutent et les ministères auront la charge de monter, de concevoir et de développer ces projets et de rechercher le financement. Maintenant, toute l'exécution doit être confiée à ces unités d'exécution. Malheureusement, actuellement, on met de côté les unités d'exécution, on met tout soit dans les organismes des Nations Unies ou bien dans l'UNOPS. C'est une erreur grave. Automatiquement, on doit chercher à renforcer la capacité technique locale en renforçant. Mais il faut aussi mettre en place des mécanismes d'évaluation de ces unités d'exécution pour voir leurs faiblesses et aussi pour les mettre hors du champ d'action de la politique. Et, s'il y a autre chose, je vais intervenir. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur le ministre.
une présentation riche en informations, particulièrement pour les investisseurs dans les régions, avec ce fameux concept de départementalisation du budget et création de fonds pour les infrastructures. Ça doit certainement faire plaisir à les investisseurs dans les régions en quelque sorte. Sans trop tarder, parce qu'on a encore beaucoup d'informations à partager avec vous, nous allons écouter maintenant le ministre des Travaux publics. Et donc, on passe, je pourrais dire, du grand argentier au grand constructeur. Alors, c'est M. Raphaël Osti qui va nous parler de construire pour l'avenir les grands chantiers des travaux publics dans le nord et dans le sud. Monsieur Osti, vous avez la parole. Et merci, Kisner. Donc, je profite pour saluer le ministre de l'Économie et des Finances et mesdames et messieurs les représentants de la Banque interaméricaine de développement, chers partenaires techniques et financiers. Le ministère remercie la BID de l'invitation de ce mercredi et veut s'associer avec vous aujourd'hui pour commencer à définir et planifier des programmes de réhabilitation, de construction, de mise à niveau et d'entretien des infrastructures de transport dans les deux grandes régions du nord et du sud du pays. Ces programmes devraient se dérouler par phase sur une période d'environ 10 ans, au fur et à mesure de la disponibilité des études et des dossiers de consultation, des ressources financières et techniques pour l'exécution et la supervision des projets. À propos des projets dans le Grand Sud, dans le Grand Nord, il faut dire que le Grand Nord, tel que défini ici, comprend les 5 départements septentrionaux, à savoir le Nord-Ouest, le Nord, le Nord-Est, l'Artibonite et le Centre. Cette région représente 42% de la population et pour 53% de la superficie du territoire national. Nous allons commencer par des projets dans le Grand Nord. Nous avons pour le secteur aéroportuaire l'aéroport international du Cap-Haïtien, AICH, les travaux d'urgence en cours avec la Banque mondiale, réhabilitation complète, pistes, tour de contrôle, études en cours. Sur les études sont en cours. Le MTPTC espère que la BID financera l'élaboration du plan directeur et les travaux qui seront définis, en particulier le terminal de l'aéroport du Cap-Haïtien. Pour le secteur routier, nous avons la RN6 qui comprend la réhabilitation de Carrefour La Mort à Wadamen, environ 69 km. La RN1 qui comprend la mise à niveau de la localité d'Henry à Kakok, 36 km. Ce sont des projets en cours. La ligne Port-de-Paix à Ansafoleur, 27 km, y compris la construction de 5 ponts. Il y a des travaux aussi de contournement de Saint-Raphaël, 3 km. Ces travaux-là seront financés par l'Union européenne. Donc, il y a des projets aussi à exécuter à court terme. La RN1, voie périphérique Cap-Haïtien du Cap, Barrière-Bouteille, 5 km. Toujours dans la RN1, l'achèvement Henry Hancock, 34 km. Il y a encore pour la RN1, la réhabilitation Hancock haut du Cap, 40 km. Pour la RN5, ça comprend la réhabilitation entre le Carrefour Job et Port-de-Paix, 73 km.
Bon, nous avons aussi achevé les travaux et sur l'axe port de paix Limbé, 53 km. Et aussi la RN3 Saint-Raphaël, qui comprend Saint-Raphaël, Dondon, Carrefour, Ménard, Barrière Battant. Ces travaux-là sont financés par l'Union européenne, environ 18 km. Pour les travaux à exécuter à moyen terme, il y a Port de Paix, Mall Saint-Nicolas, 66 km. Il y a l'axe Gonaïve, Bombardopolis, Port Saint-Nicolas, 113 km. Le tronçon entre Anse-Rouge et Jean-Rabel, de Pont-Sondé aussi à Mirbalais, 74 km. Il y a l'axe Pignon, Mont-Organisé, Ouanamen, 70 km. Ça, c'est pour la partie routière. Pour le secteur portuaire, nous avons des unités de portuaire de cabotage dans la zone des Gonaïves, sur les processus en cours. Il y a processus en cours pour les études financées. Ces études sont financées par la BID. Il y a Gonaïves, il y a Saint-Marc et Port-de-Paix. Nous allons vous présenter la carte représentant les travaux, que ce soit en termes de à court terme, à moyen terme et en cours. Okay. Des principales villes de la région. Nous avons Jérémy, Port-à-Piment, Miragoâne, Petit-Goâve et Jacmel, à l'aéroport international de Cayes et aux différents ports de la région afin de permettre la relance de l'activité économique et touristique dans cette région. Pour cette zone, nous avons des travaux. Disons qu'au niveau de l'aéroport Antoine-Simon de Cayes, des études en cours pour un aéroport catégorie 4E, démarrage travaux en 2026. Maintenance des aéroports locaux tels que Jérémy et Jacmel. Pour le secteur routier dans le Grand Sud, nous avons des projets qui sont actuellement en cours. La RN7, réhabilitation incluant 3 ponts, Cayes Jérémy, et en cours, la RN4, réhabilitation Carrefour du Fort Jacmel, 45 km. Pour les projets à exécuter à court terme, réhabilitation RN2, Miragoâne Chalon, 15 km, Akin, Les Cayes, 50 km. Réhabilitation aussi de Cayes à Port-Salut jusqu'à Port-Aviment, 64 km. Réhabilitation Jacmel Marigot, 27 km. Projet aménagement bord de mer des Cayes, 4000 m². Et le pont estimé et aménagement de rentrée de la ville de Jérémy. Pour les projets exécutés à moyen terme, il y a la boucle Jérémy-Tiburon-Port-à-Piment, 100 km, de Marigot à Ansapit, 130 km, de la route d'Ernip, disons que Petit d'Ernip, 50 km, et de Carrefour Moussignac à Côte-de-Fer, 40 km, et enfin, pour la partie routière, en Savo, l'asile Vieux-Baudaquin, 40 km. Pour les unités portuaires de cabotage dans la zone, des études sont en cours et seront financées par la BID pour Lagonave, Miragoâne et Jérémy.
Ce que nous devons savoir aussi, une partie des résultats attendus a été présenté par le ministre des Finances. Donc, pour ces travaux-là, nous allons avoir la création d'emplois durables, réduction des inégalités régionales, amélioration des services de base et aussi renforcement de l'image du pays comme destination touristique. Merci pour votre attention. Merci bien, Monsieur le ministre. Et voilà, c'était la partie secteur public. On a écouté d'abord le ministre de l'Économie et des Finances, à savoir les financements qui seraient disponibles pour les infrastructures, l'importance de ces infrastructures. On a ensuite eu une idée des projets qui seront réalisés dans les deux grandes régions, la région Grand Nord et la région Grand Sud. Passons maintenant au secteur privé, puisque c'est un partenariat public-privé en prône. Madame Catalan en avait parlé, le ministre a soutenu ça. Donc, essayons de voir. Je crois que nous allons d'abord dans le Grand Nord pour parler de transport, énergie, télécommunications. Quelle infrastructure pour booster les industries et le tourisme dans le Nord? Donc, c'est M. Steve Astrel-Mathieu, qui est président de la Chambre de commerce du Nord, qui va intervenir avant le département, le Grand Sud en quelque sorte. M. Mathieu, vous avez le floor. Et les salutations d'usage, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, et Mesdames, Messieurs, représentants et staff de la BID, frère Mastrel et économiste Farel, et bon, Mesdames, Messieurs. Et j'aurai à prononcer mes quelques mots en anglais. On va essayer d'aller dans le sud. J'espère que si vous avez la possibilité de fixer son problème. Donc, essayons d'avoir avec un représentant de la Chambre de commerce du Sud, c'est d'un Astrel à un autre, c'est Guy Astrel Joseph, moderniser l'environnement des affaires dans le Sud, le rôle clé des infrastructures. Donc, en attendant que nous ayons Steve pour terminer, donc on va dans le Sud avec M. Astrel Joseph. Guy, vous avez le floor. Bonsoir Kissner, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom du collectif des chambres de commerce et d'industrie du Grand Sud et de l'association Non-Bouqueton, un regroupement de citoyennes et de citoyens issus du Grand Sud d'Haïti et de la diaspora. Je remercie sincèrement les organisateurs de ce panel et en particulier la Banque interaméricaine de développement pour m'avoir invité à partager notre vision et nos propositions pour une transformation structurelle du Grand Sud. Je souhaite également adresser mes plus vifs remerciements à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fils Metellus, un allié solide et engagé dans ce plaidoyer pour le développement du Grand Sud. Et je tiens à saluer tout particulièrement le ministre des TPTC, M. Osti, pour son engagement clair en faveur du partenariat public-privé qu'il qualifie à juste titre de stratégie incontournable pour moderniser nos infrastructures. Cette prise de parole s'inscrit dans un plaidoyer structuré que nous menons avec nos partenaires locaux et internationaux en direction des décideurs politiques et économiques et de l'ensemble des parties prenantes au développement. Notre message est simple, mais fondamental. Il est temps de doter le Grand Sud d'Haïti des infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques et numériques nécessaires pour répondre aux besoins de la population
et activer tout le potentiel économique de la région du Grand Sud. Mais au-delà des enjeux économiques, notre démarche exprime aussi la dimension historique de ce combat, celle d'un peuple qui refuse d'être marginalisé, qui porte la mémoire d'une nation libre et digne et qui aspire à participer pleinement à la construction d'un avenir prospère et équitable. Le Grand Sud que le ministre de l'Économie et des Finances et son collègue des TPTC a bien présenté tout à l'heure, regroupe les départements du Sud, des NIP, de la Grand'Anse et du Sud-Est. Le Grand Sud est une région à fort potentiel économique, dotée de ressources naturelles abondantes, d'une population jeune et active et d'un climat favorable. La région représente une destination d'intérêt pour des investissements structurants et durables dans des secteurs clés de développement. Le Grand Sud bénéficie également d'une position géographique stratégique à proximité de plusieurs pays d'Amérique latine, ce qui le place comme une porte naturelle d'échange vers le continent sud-américain. Le Grand Sud d'Haïti est une région au potentiel considérable. Il semble cependant que ce potentiel peine à se concrétiser. Ce paradoxe s'explique en grande partie par un constat, le manque criant d'infrastructures adaptées et accessibles, routes délabrées, absence d'aéroport international, port inadapté aux besoins actuels, connectivité numérique instable, énergie peu fiable. C'est le cas d'ailleurs, ça existe aussi, le problème d'énergie ou de connectivité numérique instable dans le Nord. Je suppose que c'est ça qui explique l'interruption de l'intervention de notre collègue du Grand Nord, l'absence d'espace économique structuré, autant de freins qui limitent l'initiative, découragement, et ces freins découragent justement les investisseurs et entraînent la précarité. La grande question, c'est pourquoi moderniser l'environnement des affaires dans le Grand Sud? La réponse est simple, parce qu'il y a des potentiels sous-exploités dans le Grand Sud, comme l'agriculture, café, mangue, cacao, vétiver, etc. La pêche, nombreux points d'intérêt touristique. Dans la commune des Cayes, seulement on a identifié une trentaine de sites touristiques récemment. Artisanat local reconnu au niveau national. Pourquoi moderniser l'investissement? Pourquoi moderniser l'environnement des affaires dans le Grand Sud? Parce qu'il y a une jeunesse prête à s'engager, dynamique, créative et connectée. La jeunesse du Grand Sud attend avant tout des opportunités concrètes pour se former, produire et entreprendre. Le Grand Sud propose effectivement un grand nombre de formations d'enseignement supérieur reconnues par l'État haïtien. Quels sont les freins qui empêchent justement le développement de la région du Grand Sud? Le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre des Travaux publics,
ils ont tous identifié ces freins actuels au développement. Par exemple, enclavement des zones rurales, l'état dégradé des routes primaires et secondaires limite la circulation de personnes et des marchandises. Absence de structure économique formelle. Il n'y a pas ou peu d'espace dédié à la transformation, à la vente ou à la collaboration. Accès limité à l'énergie et au numérique, qui sont deux leviers essentiels pour faciliter l'innovation, la compétitivité et l'attractivité des territoires. Quels sont les rôles des infrastructures? Les infrastructures comme des routes, les ports, les aéroports, le transport. Aujourd'hui, il y a urgence de moderniser un réseau de transport efficace qui est le socle d'un environnement d'affaires performant. Il facilite la logistique, réduit les coûts de production et améliore l'accès au marché. Nous avons identifié quelques actions prioritaires. 1. Réhabilitation et entretien des routes primaires et secondaires pour désenclaver les zones rurales productives. 2. Modernisation de l'aéroport des Cayes, de l'aéroport Antoine-Simon des Cayes, pour renforcer les échanges régionaux et internationaux. À titre d'exemple, la ville des Cayes est située à 930 km de Cartagena, en Colombie. Les Cayes est à 1160 km de Caracas, au Venezuela. Les Cayes est à 1000 km de Barranquilla, Colombie, pour ne citer que cela. Cette proximité ouvre des perspectives favorables pour le commerce maritime et aérien avec l'Amérique du Sud. Parmi les priorités, on a identifié aussi la nécessité ou l'urgence de créer une plateforme portuaire connectée avec les pays de la région. À titre d'exemple encore, le port de Saint-Louis du Sud est à 950 km nautiques de Cartagena, Colombie. Le port de Saint-Louis du Sud est à 900 000 nautiques de Barranquilla en Colombie. 1250 par rapport à Panama City. 2000 nautiques par rapport à Brésil, Fortaleza. Il est urgent aussi de développer de pôles logistiques ruraux pour la collecte, le stockage et la distribution. Aucune transformation économique durable ne peut se faire sans énergie fiable ni connectivité numérique. L'accès stable et abordable à l'électricité, notamment via des solutions renouvelables du genre solaire, des mini-réseaux, Internet à haut débit dans les zones économiques clés, appui à la formation numérique, au développement des startups rurales et à la digitalisation des services publics et privés. Aujourd'hui, dans le Grand Sud, il y a urgence de créer des espaces économiques pour structurer la production locale. Un environnement des affaires modernes suppose aussi des infrastructures adaptées aux réalités locales.
Nous avons besoin des mini-parcs coopératifs dans l'habillement, l'agro-industrie et l'artisanat, des centres de transformation pour valoriser les produits locaux, des marchés modernes avec services de base, eau, électricité, chaîne du foie, etc., incubateurs d'entreprises et hubs de services partagés, comptabilité, marketing, logistique. Que ce soit le collectif des chambres de commerce ou la coalition Nous Bouquetons, nous continuons tous les jours à dialoguer, à discuter, à rencontrer les décideurs politiques, économiques autour des propositions concrètes pour accélérer le changement dans le Grand Sud. Investissement ciblé à fort impact. Il faut identifier les infrastructures stratégiques qui débloquent, pour développer des chaînes de valeur. Le dialogue public-privé territorial pour impliquer les collectivités locales, les chambres de commerce, les universités. Il faut mobiliser la diaspora et valoriser les initiatives locales, créer un pont entre capital externe et savoir-faire local. Une vision pour le Grand Sud. Le développement du Grand Sud ne doit pas être perçu comme un projet isolé, mais comme un levier du développement national. Demain, le Grand Sud peut devenir un territoire interconnecté avec routes, ports et couverture numérique étendue, une région productive, transformant localement et exportant avec compétitivité, une économie résiliente, préparée aux chocs climatiques et économiques, et surtout, un hub pour une jeunesse actrice du changement, porteuse de projets innovants et durables. Je termine mon intervention pour dire que il est urgent pour moderniser les infrastructures. Et moderniser les infrastructures dans le Grand Sud, c'est plus qu'un enjeu économique. C'est investir dans la confiance, dans l'avenir et dans les capacités humaines d'un territoire. Le Grand Sud ne manque ni de ressources, ni de talent. Il a surtout besoin qu'on lui donne les moyens de réussir par le biais d'une gouvernance moderne. Merci pour votre attention. À nous de vous remercier, M. Joseph. Merci pour votre intervention. Nous allons retourner dans le nord, faire le va-et-vient nord-sud, sans passer par Port-au-Prince, bien sûr. Nous allons essayer d'avoir M. Mathieu une nouvelle fois. Si vous avez perdu à cause d'une mauvaise connexion, est-ce que ça va mieux maintenant? Ça va mieux. Oui, J'ai je dû vous entends. changer de place. I'll be going over it. Okay. Je vous entends All mieux. right. Et je dois As, souligner qu'il y a une interprétation simultanée. Donc, si vous allez parler en anglais, donc on peut écouter en français, il y a une interprétation simultanée. Allez-y. C'est okay. pour les... Bon, as you see here, we're moving into the plan. The plan has three phases. The short term lasts from 2025 to 2030. The medium term, 2030, 2045, and the longer term, 2045, 2050. And our focus is on action. As you see, phase one, which is 2025, 2030, the main focus is stability.
because with all the migration we have up north, the opportunities, the fundamental issue has to be reinforcing local governance and security. Second, agro-industries, supporting agro-industries like cassava development, fruit plant, sustainable energy infrastructures, health, education, and technology investment. Later, when referring to reinforcing local governance and security, with the public sector, the private sector as converge to work on joint security emergency operations center. This with the help of the municipality. We're working with New Orleans and state of Louisiana to see how to install the capacity to see what's going on the field, on the theater up north. And next, looking at basic, we're looking at the agro industries. The necessity we have up north is to make sure that we have enough financing available and accessible to the local farmers, to local entrepreneurs, small and medium. Because at the very by this very time, many the solutions to the economic situation, create economic growth and jobs can be conducted by the entrepreneur up north. All they need is financial support and access to proper financing. And the third thing has to do with sustainable energy plant. The Caracol solar plant, I believe, which is 13 megawatts, can be quadrupled in order to help sustain the whole region in terms of industrialization. The fourth issue with phase one actions has to do with infrastructure. With infrastructure, we are looking at hydro agricultural infrastructures, such as listing up here. The total perimeter we have up north is close to 3,000 hectares that can be irrigated. And also from the northeast, we have close to 7,000 hectares that we're looking at to be irrigated. For road infrastructure, we're looking at close to 233 kilometers, starting from Saint Raphael, at Saint Raphael, Dondon, Barrière Batan, up to Boyne, Assafolleur, et Port-de-Paix. 233 kilometers when completed. In terms of education, we're looking at a school of excellence focusing on technology and innovation, and also interconnecting the region through fiber. Because as you have experienced it with me, the connection is very bad, and the state of the technology is not adaptable to the type of economic development that we're looking for and that we are aiming through the chambers. We say, why are the chambers vital? Proper management and business model system is what, in many cases, is lacking to boost economic development in Haiti. Not only infrastructures, of course, when you have infrastructures, how to manage them outside the barrier, outside the economic support of the international community, IDB, World Bank. So we're looking to make sure that through the chambers, we're using two tools aiming at reaching the demographic that makes the North what it is. One aspect of the demographic is national. That means the complete platform of actors, both from the public and private sector, sitting down to communicate, to exchange about the economic potential and economic vision, how to create growth and how to multiply jobs in the North. And in that sense, we have launched a foundation, the three chambers,
called Foundation Haïtienne pour le développement intégré de la région Nord, created in 2022 in Cape Haitian. The main focus of this national tool at the regional level has been to create a dynamic atmosphere for the integrated and sustainable economic development of the corridor. On the other hand, we have also created at the international level the Haiti Business Accelerator, registered under the laws of the state of Louisiana in 2023. The goal of this tool was to make sure that successful Haitian businesses, wherever they are, can be used as model to foster economic development, economic emancipation, and expansion of businesses. Up north, what we think, we believe that the economic vitality of Haiti depends on the private sector. It depends on the know-how of the private sector, but also it depends on how the private sector is tooling, how the public sector is tooling the private sector, and how together they can work for business economic implementation through the growth of businesses of any size and dimension. One key challenge we have is how to transform many actors, viable actors within the informal sector into formal private sectors. And to that end, we've been having several symposiums where with decision makers, fiscal decision makers, we have been discussing and see what are the tools to make sure that during this transition we can use it to foster economic stability and to launch a newer vision, but with more jobs aiming at transforming the life of the average Haitian. Infrastructure, of course, we need, and security also, to make sure that the infrastructure are used to foster economic development. Because as we can say it, we need right now of several projects are ongoing. Projects to expand on the airport, projects for new port, the port of Chinook that the government gracefully has issued the license to start on its operational implementation. So in that context, up north, the Chamber of Commerce, the lead of the private sector, is working to improve the dialogue between the public and private, and to the end of bettering the economy, the local economy, and make sure that the Greater North as well is part of the economic development, global economic development of Haiti. The department, each department combined, they work in a context that is reinforced by the vision of the Ministry of Economic and Finance that is looking for general growth, national growth in the country. And in that context, the private sector is ready and has been working to make sure that agro-industry enterprises can be developed in a way to use not only the national market to fulfill national demand, but to make sure that we expand our economic horizon toward 50 by working with private sector and the economy of the Caribbean. Places like Nassau, places like Turks and Caicos can be seen as potential market for businesses up north using international standard. And in that context, the IDB and in its context of exchange with the government can help implement tools to help us with researches, help us with studies, development studies, how to make sure that we can maximize on job creation and qualify and quantify the economic growth up north to the betterment of the population. I will, in
a follow-up, we will be sending the resume of our economic vision to our potential partners, IDB Invest, IDB, and as well, and since the government has it, through the book, say why and how, voilà voilà pourquoi voici comment. Donc, we at the Chamber of North are working, but together with public sector to see how we can make the North more attractive, how we can make the North more productive using basic infrastructures, but making sure that they are accessible, that they are secured to the usage of the average consumers and potential entrepreneurs, making sure that entrance and outputs can run through the roads as best possible. The airport can work, that the management can be more efficient. So this is the vision up north. We're looking at Horizon 2025 in summary, making sure that it is run by proper business model using managerial tools, the modern managerial tools and technology to make sure that the North makes its emancipation through the years to come. Thank you, ladies and gentlemen. Merci, merci bien. Voilà, il nous reste exactement une trentaine de minutes pour les discussions. Donc, on peut avoir les questions dans la partie indiquée. Mais pour ouvrir tout ça, je pourrais demander au ministre des Finances qui a parlé de la départementalisation du budget. Est-ce que ça peut se faire à court terme? Quand je dis court terme, pour la deuxième partie de cet exercice fiscal. Et la deuxième partie de question, il a parlé également de la création de fonds pour les infrastructures. Est-ce qu'il pourrait être élaboré sur ce fonds et comment ça pourrait être mis en place et qui va en profiter en quelque sorte? Monsieur le ministre, pour ouvrir les débats. Le ministre est là, je suppose. Oui. Votre micro est fermé. Bon, avant que le ministre soit en train de résoudre un autre problème, comme vous savez, le ministre des Finances. Ils sont tiraillés par-ci par-là. Eh bien, j'ouvre le floor pour les débats. Est-ce qu'il y a des questions? Pour glisser les questions dans la partie Q&A. Le ministre est là. Le ministre Metellus. Il paraît qu'il y a quelques commentaires. Le développement des infrastructures dans les départements du Nord et du Sud d'Haïti est un enjeu crucial pour une économie durable et attractive. Bon, c'est des commentaires. On a parlé également du barrage de Marion, qui est un exemple de projet d'infrastructure. Je ne sais pas si le ministre des Travaux publics est disponible pour un commentaire sur le barrage Marion. Est-ce qu'il y a un projet là-dessus pour commencer, pour l'exploiter? Si le ministre des Travaux publics est là. Il y a d'autres questions. Oui, allô? On vous écoute. Il est là. Donc, c'est concernant Marion, c'est un barrage de retenue d'eau. Dire que pour l'agriculture, je crois avoir entendu quelqu'un parler de ce barrière, de sa présentation. Je pense qu'il pourrait bien élaborer pour nous concernant ce sujet. Qu'en pensez-vous? Vous avez posé une question, monsieur le ministre? Non, c'est que je vous ai dit, donc il y a ce qu'on appelle un vrai barrage, entre guillemets. OK. C'est un barrage de retenue d'eau, c'est pour l'agriculture en aval. Je crois avoir entendu quelqu'un parler d'agriculture. Ah, OK. Okay? Je pense qu'il est mieux placé pour moi pour parler du résultat du barrage. Qu'est-ce que peut profiter de ce barrage pour dire que l'agriculture, c'est dans le Nord-Est? Je crois que c'est M. Steve Matson qui en a parlé. Ah, d'accord.
Il y a Madame Guillard qui a dit le NTPTC, avec le support de la Banque mondiale, a une base de données sur les infrastructures routières qui s'appelle le Rural Access Index. Il doit être mis à jour, mais il existe et c'est une base pour l'analyse. Est-ce que au niveau des travaux publics, cet indicateur d'accès au secteur rural, est-ce que on va mettre ça à jour? Ce sera ça la question de Madame Guillard. Bon, c'est sûr, il y a une cellule et au ministère, donc la cellule UTE, c'est cette cellule qui s'occupe des projets de la Banque mondiale. Je pourrais en parler de responsable ingénieur léger. Si Mme Guillard le veut bien, je pourrais lui mettre en contact avec le directeur et pour avoir une explication concernant la mise à jour de ce document. Tout à fait. Et il y a Mme Roumet qui a dit, considérant l'expérience, alors il parle à Steve Mathieu, et comment il voit la participation du secteur privé local pour la résolution du problème des déchets solides au Cap-Haïtien. Steve. Écoutez la question. Tu as entendu la question, Steve? Oui, 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 oui. Je Oui. suis en train de voir comment revenir. Le problème de déchets solides, comme vous savez, au Cap-Haïtien, jusqu'à présent. Ouais. Tu m'entends, Kessner? Très bien, 5 sur 5. Allô? Oui, oui, ça va, tu peux parler. OK. Ah oui, oui, oui. Parce que ce qui a trait à la question, à la gestion de déchets solides dans le Nord, c'est que il y a un organisme qui s'occupe de ça, c'est la SAM pour le public. Et ça date de 3 mois qu'on a fait le lancement du projet pilote en attendant que les alvéoles définitifs soient mis soient mis sur pied. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de finaliser, c'est l'approche opérationnelle avec les entrepreneurs locaux qui s'occupent de la collecte et de la collecte des déchets. Donc là, au niveau de la SAM, on est en train de composer avec le comité et le directeur pour voir comment organiser les entrepreneurs locaux pour commencer à recueillir les déchets à travers les rues et les acheminer au site de décharge qui se trouve à Mouchinette dans la commune de Limonade. Donc, il y a au niveau de la SAM 3 communes en addition à la Chambre de commerce et l'OGDNH, l'organisation de la destination Nord. Donc, et là, il y a un budget élaboré en la circonstance et le secteur privé a intégré ce projet avec plusieurs entreprises. Il y a qui va s'occuper de la transformation des résidus ménagers, qui est la transformation du caca, et d'autres, il y a une entreprise qui se charge de la collecte des plastiques au niveau du Nord, mais cette entreprise qui est relocalisée de la capitale et est en train de finaliser ses paperasses pour pouvoir intégrer le projet. Donc, on est dans la phase opérationnelle du projet et dans la phase d'éducation et de vulgarisation. Parce que là, il y a un problème d'éducation avec la façon dont on gère les résidus et les déchets. Donc, au niveau de la population générale, donc avec les mairies aussi, on est en train de regarder comment faire pour que les mairies prennent charge du contrôle de ce qui se fait à travers les rues et s'assurer que les déchets soient traités en fonction de nature.
Donc ça, c'est ce que la SAM et ses partenaires sont en train de faire pour pouvoir gérer l'environnement de la ville et s'assurer que les fauteurs en matière de production de déchets et ceux qui violent la loi en matière de, 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 de loi communale et pour le ramassage, que ces contrevenants-là soient tenus responsables par les autorités. Mais avant tout, on travaille sur l'opérationnalisation, sur la quotidienneté du ramassage, avec un Merci. horaire. Ben oui. Et on voit maintenant le ministre des Finances qui est là. Donc, il y a une question qu'on avait posée au ministre concernant la création du fonds pour les infrastructures, mais il y a M. Gabriel Emmanuel Oscar qui avait ajouté il faudrait disposer des ressources longues pour le financement des projets d'infrastructure, par exemple en partenariat public-privé, et favoriser le développement de financement mixte de projets et des secteurs prioritaires pour la croissance. Par exemple, les institutions financières spécialisées dans le crédit d'équipement ou bien des sociétés financières régionales pour le financement des territoires ou aires géographiques avec de grandes potentialités. Alors, Monsieur le ministre, la question c'était le fonds. Vous avez mentionné, et est-ce qu'on peut être beaucoup plus spécifique, ce fonds pour les infrastructures? Et voilà, Monsieur Oscar qui a un petit peu agrandi pour faire comprendre l'aspect de financement beaucoup plus long pour les infrastructures. Et merci pour la question et toutes mes félicitations à tous et les intervenants, spécialement à Steve et à Astrel. Bon, il faut réfléchir beaucoup sur le financement des infrastructures en Haïti. L'une de nos grandes faiblesses, c'est la pauvreté de nos infrastructures. Bon, moi, j'ai proposé la création de fonds spéciaux de fonds spéciaux qui sera doté d'abord de 50 millions de dollars. Ça doit être un effort et ce fonds est perçu comme un effort national. Et qu'est-ce que nous, les citoyens, sommes prêts et comment nous allons contribuer à doter le pays d'un certain nombre d'infrastructures. C'est une sorte de sacrifice pour que nos enfants vont bénéficier. Donc, ce fonds allait être généré, mis en place à partir des recettes internes, mais non pas à partir des ressources des institutions financières internationales. Peut-être les ressources des institutions financières internationales peuvent contribuer et ajouter des ressources supplémentaires. Ça pourrait être monté comme le Fonds national de l'éducation, qui a été à l'époque l'une des grandes innovations dans le domaine de l'éducation. Mais on sait que le fonds est confronté à un grave problème de transparence. Il faudrait que, j'en ai discuté avec la nouvelle directrice générale, qui est disposée à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre le fonds transparent. Et il faudrait aussi pour ce fonds, je ne vois pas comment on va demander à l'international de financer la reconstruction du Palais national. Et ça doit être un effort national et ça doit être nous qui prenons la responsabilité et un adoquin, deux adoquins, trois adoquins, nous arrivons maintenant. Mais il faudrait qu'on soit transparent. Je me rappelle, le fonds souverain de la Norvège, chaque citoyen sait combien de ressources sont investies et combien de ressources sont collectées chaque jour en montant. Moi, mon rêve, c'est de monter sur le boulevard de Delma, la route de Delma ou la route de Canapé Vert. Je vois un gros un tableau suspendu pour nous dire le fonds est doté de 50, 10, 20, 30, 40, 50 millions de gouttes. Et on suit la trace des fonds et comme a dit un de mes amis, on suit la transparence. En parlant de ressources longues, évidemment,
on a besoin de ressources longues. On sait que l'ONA il faudrait moderniser la gestion de l'ONA. L'ONA dispose des ressources longues, mais les fonds de l'ONA sont placés dans un dépôt à terme dans une banque, etc. Mais dans les pays de l'Amérique latine, vous savez que ces infrastructures sont financées par les ressources du secteur privé, par les banques. Comment? On lance un grand appel d'offres et Bidinvest finance aussi les infrastructures sociales, les écoles, les routes. Et on parle de partenariat. Toutes les grandes routes en Amérique latine, au Brésil, le Mexique, ce sont les pays rois et dans les partenariats à public-privé. Il y a des hôpitaux qui sont montés sur la base du partenariat public-privé. Prenons par exemple, on signe un contrat avec une firme de construction pour construire ou réhabiliter tous les ouvrages d'art, on dit, tous les ponts et du département du Sud. Je crois aussi là, on a fait, il y a une dizaine de ponts. On lance un appel d'offres. X a gagné l'appel d'offres. Pourquoi X, avec cet appel d'offres, il a besoin de 100 millions de dollars? Je dis n'importe quoi. Il a besoin de 300 millions de dollars pour construire les ponts. Il va sur le marché international et élève ce fonds. Ou bien Bidinvest ou autre dit, moi, nous sommes disposés à mettre ces fonds à la disposition de cette firme que par après, le gouvernement en peut rembourser. Et que le fonds est spécial infrastructure. Il y a plein d'innovations qu'on peut mettre en place pour en financer la reconstruction. Mais il faut que ça génère de l'emploi. Il ne faudrait pas que ce soit seulement de grosses machines qui seront utilisées. Il faudrait aussi que cela participe à la dynamisation de l'économie régionale. Il faudrait que tous les ingrédients utilisés dans la construction, soit ce sont venant de nos industries locales, de nos PME, le ciment, le fer, etc., viennent de ça. Automatiquement, la masse de ressources qui seront mobilisées auront un impact tant sur l'économie régionale que l'économie nationale. Merci. Merci. Une question pour le ministre Hosty. Pouvez-vous avancer une date précise quand l'aéroport international de Cayes recevra son premier vol international? Ça fait déjà 2 mois depuis l'inauguration. Le ministre, question est précise. Quelle est la question ou une date? Pas pour non, mais c'est pour le ministre. Sous capable de tout. Pas capable de poser question ça. Une date quand on va avoir le premier vol international à l'aéroport de Cayes. En attendant que Hosty arrive, et Hosty va me permettre de répondre parce que j'étais extrêmement impliqué, autant qu'Hosty, dans ça. Il y a un problème, il y a 2 problèmes qu'on n'a pas encore résolu. C'est le problème de taux de contrôle et aussi le problème de Avjet, c'est-à-dire le fuel qui est utilisé par un avion pour voler. Donc, si un avion arrive de Martinique et Guadeloupe ou bien du Cap-Haïtien, il faudrait qu'il y ait du fuel sur place. Et dans mon intervention, j'avais relaté ça, mais je ne l'avais pas développé. Actuellement, nous sommes en train de discuter avec un opérateur local. Il y a 2 opérateurs qui étaient intéressés à mettre cette facilité à l'aéroport de Cayes. Il y a un qui dit qu'il peut amener la machine au Cayes et même à terme construire un réservoir pour mettre et automatiquement n'importe qui, et toi-même, je sais que tu es un grand entrepreneur, vous pouvez mettre en place un charter pour Prince Cayes et qui va ouvrir une autre route, une autre facilité pour la presqu'île sud. Donc, c'est une question de temps. On est en train de discuter pour avoir la tour de contrôle. Aussi, il y a déjà l'argent. Donc, mais il peut faire aller
dans le nord avec la... Bon, Non, je blague. Donc, c'est la tour de contrôle. je Et remercie. mes amis, un peu le monde, et il y a beaucoup de personnes qui critiquent l'aéroport. Il faut aller voir quand Punta Cana avait été inauguré, ou bien l'aéroport de La Havane, Cuba. Et petit à petit, on améliore jusqu'à ce qu'on arrive au point des aéroports, des grands aéroports internationaux. Donc, on n'a pas besoin de reconstruire l'aéroport de New York ou bien de Hong Kong et à Hawkeye. On a besoin d'un minimum de facilité, mais on doit s'engager avec la population que, à travers le temps, il va y avoir un aérogare moderne. Ce qu'on a besoin, vraiment, c'est une piste capable et de recevoir des avions qui ne va pas mettre en panne l'avion. Mais pour les autres infrastructures, les autres infrastructures, ça peut évoluer. Donc, c'est ce que je voulais dire à propos de ce projet. Merci. Merci. On n'a pas beaucoup de temps qui reste. Je Non, résume non, quelques demande questions. aussi de Ah, dire quelque chose. à l'accusé. Ok. Oui, allô? Vous avez été accusé, monsieur le ministre, Oui, par oui, votre oui. collègue. Je remercie mon ami, mon collègue et ami. Donc, je crois qu'il a bien dit que l'argent est déjà disponible. Donc, je sais que c'est bien ça. Vous êtes vraiment intéressé à à l'aménagement de cet aéroport. Je dois vous dire que mardi prochain, 20, donc une délégation du ministère, dire que bon, donc je parle du ministère, je vois la AN, l'OFNAC aussi, on sera au Capocaille pour le lancement des travaux d'études. Donc, j'ai déjà signé le contrat. Donc, et ensuite, donc, je pense qu'au début, normalement, du mois de l'année 2026, on sera dire que on aura les éléments nécessaires pour, pour intervenir directement sur ces travaux. Donc, Alfred l'a bien dit, c'est progressivement qu'on va arriver à avoir un aéroport moderne dans une zone. Moi, la vision que j'ai pour cet aéroport, il y a des avions qui traversent la presqu'île du Sud. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui vivent au Brésil, au Chili, en partie bonne, en Amérique du Sud, au lieu d'aller, disons que, à Miami et retourner en Haïti. Si par exemple on a un aéroport moderne capable d'accueillir des avions de grande capacité, donc je pense que on pense déjà à avoir cette sorte d'aéroport et pouvoir donc revivre, faire revivre la zone du Sud à partir de tourisme, de transportation avec une transportation avec et le port du Sud. Donc, débrouillez-vous, Farel. Donc, vous avez du pain sur la plage. OK? Merci bien. Merci pour la promesse. En fait, une question, si ça pourrait t'intéresser, quelqu'un qui voulait savoir, est-ce qu'il y a une politique, un plan d'extension urbaine qui accompagne les plans de développement d'infrastructures? Donc, et on parle de la grande zone métropolitaine du Cap-Haïtien qui serait Cantimourin, Limonade et Milo. Est-ce que vous êtes au courant, Steve, d'un plan d'extension urbaine? Oh, on a élucidé ça avec le CP et le CP, l'Esquive et Voltaire. On a fait ça aussi avec le CP, l'actuel coordonnateur du conseil, et Fritz Alphonse Jean. On est en train de finaliser un papier aussi, et on avait parlé au ministre des Finances
et en ce qui a trait à l'évaluation et de l'espace foncier dans le Nord, on puisse intégrer une nouvelle centralité. Et là, on est en train de regarder, si vous savez le périmètre bien, on est en train de contempler entre la rue et Quartier Morin et Limonade Milo. Et la quantité est contemplée est approximativement 65 hectares. Donc, on Ok, merci. Et on va terminer avec contrôle du quelques... conseil, puisque beaucoup d'espaces dans le nord, c'est le type d'insécurité qu'on a, beaucoup des espaces sont spoliés. Et ça, c'est avec une double complicité, malfoi et privée et publique. Donc, on est en train de voir comment corriger ça. Et le ministre Alfred a été très bien imbu de la question et cherche une solution appropriée avec le directeur général de la DGI pour voir comment limiter les dégâts fonciers. Mais là, nous sommes en train de travailler sur cette idée de nouvelle centralité pour pouvoir donner un peu d'air, un peu d'oxygène à la ville historique qu'on peut maintenir et puis voir comment au niveau de la ville et du Cap-Haïtien en la transformant partiellement en ville piétonne, surtout pour le boulevard. Donc, on est en train de travailler là. Et hier, on avait une rencontre avec le ministre des Travaux publics et du secteur privé, la visibilité, comment améliorer et la circulation, comment faire pour que les gens circulent et les équipements et les véhicules circulent bien à travers cette ville, de l'aéroport au port et au centre-ville et en dehors de la ville. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question et de Jude Senatus, Monsieur le ministre des Finances, on pourrait voir avec vous comment mobiliser des investissements locaux sur des chantiers leviers, des projets déclencheurs qui puissent rendre les territoires accessibles et attractifs aux investissements pourvoyeurs d'emplois, créateurs de richesses et la croissance économique. Ça vous sied parfaitement bien pour vos grandes épaules, Monsieur le ministre des Finances. Oui. Non, d'abord, j'aimerais compléter la question sur le développement humain avant de répondre. D'abord, on n'a pas parlé de l'énergie et des infrastructures de production, de distribution de l'énergie électrique et de l'énergie en général. Et on a un grave problème en Haïti en parlant de l'énergie. Si on veut avoir un taux de croissance du PIB de l'activité économique autour de 2%, qui est importé en moyenne, il nous faut de l'électricité. Et, euh, il nous faut de l'électricité et même il nous faut avoir de l'électricité bien avant que que le PIB croisse. Et nous pensons qu'il faut carrément développer ce qu'on appelle du partenariat public-privé dans le domaine de l'énergie. Et le Trésor public n'a pas de ressources, étant donné les besoins dans les autres secteurs, éducation, santé, route, etc., que le secteur privé ne va pas mettre des ressources. Alors que si un entrepreneur a un contrat, gagne un contrat de 200 à 300 mégawatts de production, il peut facilement aller sur le marché international de VDF. Là, nous sommes en train de discuter avec des partenaires internationaux pour nous aider à mettre en place des partenariats publics-privés, on appelle ça PPA, mais qui soient modernes et innovants. Des partenariats dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et quelqu'un m'a dit, et le vent, la capacité, le vent qu'il y a dans le golfe du Mont Saint-Nicolas peut facilement alimenter presque tout le nord.
on peut produire au Mont-Saint-Nicolas et transporter à Limbé, à Bonn, au Cap-Haïtien, etc. Donc, je ne vois pas l'État le Trésor public dispose des ressources suffisantes pour investir dans ça. Il faut aller vers le privé à travers, il faut exploiter le solaire et il faudrait que cette compagnie produise et transporte et distribue et collecte. Il ne faut pas que la compagnie se mette à mettre le courant sur le réseau que le DH se débrouille après. Donc là, on est en train de discuter pour mettre en place les infrastructures. Ça, ce sont des projets d'avenir. Et sans électricité, on ne peut pas créer de l'emploi. On sait tout le bon côté, le bénéfice est généré par les mini-grids, les mini-réseaux en province, à Ouzo, etc. Mais pour les grandes agglomérations urbaines, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut faire appel à l'investissement privé dans le domaine. Donc, oui, c'est notre ligne de travail. Comment arriver à financer des investissements locaux. Donc, on a revu le seuil de passation de marché. Hein, c'est pour pouvoir faciliter tout ça. Il faudrait mettre en place des fonds. Je connais bien le fonds de gestion de collectivités territoriales. Ça devrait être un bon levier pour dynamiser les collectivités territoriales, les mairies, hein, etc., qui disposent en beaucoup de potentialités. Et c'est l'argent qui sera dépensé. On ne va pas courir pour la forte centralisation et à Port-au-Prince pour aller créer une autre centralisation au Cap-Haïtien. Hein, dans les régions, il faut arriver à un développement équilibré, hein, que la personne peut se déplacer ou bien l'entreprise peut se localiser à 5, 10, 15, 20, 50 km du centre-ville du Cap-Haïtien et des Cayes ou de Jacmel. Et les projets locaux, ça nous intéresse. Les communes, généralement, les communes peuvent développer, donner des passeports, mais pour cela, des passeports pour attirer les gens, hein, pour venir travailler et les Airbnb et beaucoup de villes en Mexique et Mexique fait, il y a beaucoup d'Américains qui laissent les États-Unis pour aller dans une petite localité, travailler et gérer les contrats qu'ils ont, hein, et retourner et rentrer aux États-Unis ou bien à Paris ou bien au Canada quand ils veulent. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un bon réseau terrestre de fibre optique. On en a parlé de ça lors de la visite du président de la BID en Haïti. Et avec l'insécurité, il y a beaucoup de jeunes qui suivent leur classe et sur leur téléphone ou bien sur leur tablette. Et l'Internet en Haïti, jusqu'à présent, est extrêmement cher. Il ne faudrait pas chercher à développer la demande en subventionnant les grandes compagnies. Il faudrait, je trouve que c'est une vision de court terme. Il faudrait chercher à développer l'offre pour que, quelle que soit la personne, qu'elle se trouve à Montagne organisée, Ziwa, Petite Rivière de la ou à Port-au-Prince, il faudrait que ces personnes-là soient égales. Et là, on crée de l'inégalité. Et pour pouvoir faire à l'Internet, il faut être dans un bon quartier de Pétionville, hein, ou bien de Delmar, ou bien du Cap-Haïtien. Et là, nous, notre job, c'est de mettre les infrastructures à la disposition de tout le monde, sans distinction. Merci. Merci bien. Nous sommes bien arrivés à terme de la séance, mes amis. Ça a été un grand plaisir. Je m'excuse auprès de ceux et celles qui n'ont pas pu poser les questions avancées, mais on doit mettre fin à la séance et on va céder la parole à Madame Julia Lotti, qui est économiste pays pour Haïti, pour fermer cette séance. Julia. Monsieur le ministre, messieurs les représentants des chambres de commerce, chers invités,
Alors que nous arrivons au terme de ce mercredi de réflexion, je tiens à remercier chacun d'entre vous, intervenants et participants, pour votre précieuse contribution. Le fait qu'aujourd'hui il y ait eu un si grand nombre de bonnes questions montre à quel point ce sujet suscite de l'intérêt. Les discussions ont mis en lumière non seulement les défis majeurs auxquels font face les départements du Nord et du Sud en matière d'infrastructure, mais aussi les nombreuses opportunités à saisir pour construire une économie plus résiliente, inclusive et ancrée dans les territoires. Il est clair que le développement durable d'Haïti ne pourra se faire sans un engagement renforcé autour d'un agenda commun, articulé sur les priorités locales, la modernisation des services de base et une véritable dynamique de partenariat entre l'État, le secteur privé, les collectivités et les partenaires techniques et financiers. La récente visite du président de la BID et le lancement du plan de développement à moyen terme par le gouvernement témoignent d'un moment d'alignement stratégique. Les regards sont tournés vers les territoires, vers leur potentiel, leur énergie et leur capacité à porter le renouveau du pays. Le mercredi de réflexion d'aujourd'hui est une étape, parmi d'autres, dans un processus bien plus large. Il nous appartient maintenant de transformer ces réflexions en actions concrètes, structurées et coordonnées. Je vous invite donc à maintenir cet esprit de collaboration et d'ouverture qui a marqué nos échanges aujourd'hui. Merci encore à toutes les personnes impliquées dans l'organisation, spécialement à Kesner Farel pour sa modération et à Fabiola Benoît pour son soutien. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Merci Bon, beaucoup. à la prochaine. Présentation. À la prochaine. Merci bien, Monsieur le ministre. Les ministres, ainsi que À nos la amis du prochaine. Nord et du Merci. Sud. All right, bye bye. Merci, Steve.